Tour de Station Ultimate 1000. One ride, 1,000 kilometers long, 26,000 meters of elevation, the equivalent of 3 times up and down Mount Everest, as you aim to cycle every major pass in Switzerland in a single, stunningly beautiful but ridiculously tough ride. This is the route. Throughout it, there are reboost stations where you can sleep and get support. Support elsewhere on the course is forbidden, so this event is semi-supported.
Salut à tous, soyez les bienvenus ici à Verbier pour le Tour des Stations 2023. On va vivre avec vous sur plus de 3 heures ce live sur cette 6e édition du Tour des Stations ici à Verbier. Cette course maintenant devenue iconique, cette course cycliste qui traverse notre canton, qui relie les stations de notre canton. Et pour débuter ce grand live avec moi, j'ai la chance déjà d'avoir un consultant de luxe, Jonathan Fumeau. Salut Jonathan. Salut Florent. Et on aura aussi l'occasion d'en parler tout à l'heure dans ce live. Anthony, il y a une nouveauté. On va pas trop déflorer puisqu'ils vont venir nous en parler. Manu Ruda et puis le vainqueur de ce nouveau parcours, l'Ultimate 1000. Vous avez innové. En fait, vous avez lancé quasiment un nouveau sport sur le Tour des Stations. Exactement, on a suivi un peu la tendance de l'ultra cycling, le bikepacking, et on a créé une série Ultimate qui donc est un parcours sur plusieurs jours avec un kilométrage et un dénivelé beaucoup plus grand par conséquent. Alors, on va vous décrire le dispositif qui va nous permettre de suivre ce live du Tour des Stations. Alors, on va passer à la suite de ce Tour des Stations. On va parler Ultimate, Ultra Endurance à présent avec des invités qui vont nous rejoindre. Le chef de projet de ce projet Ultimate Endurance, Manu Ruda. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous. On va en parler aussi avec Jonathan, avec son regard d'ancien pro, avec ces distances forcément différentes d'une étape du Tour de France qui peut parfois faire plus de 200 km. Mais là, on parle de plus de 1000 km. Manu Ruda qui est dans les parages, il va nous rejoindre avec le vainqueur de l'Ultimate, un luxembourgeois, Ralph Dizeviscourt. Et puis, tout de suite, on va se plonger en fait dans cette première édition de l'Ultimate 1000, ces nouveaux parcours d'ultra-endurance. Ils étaient 40 guerriers et une guerrière sur ce premier parcours Ultimate 1000. Regardez. C'est parti, messieurs. Bonne route. C'est le dernier né des parcours du Tour des Stations. L'Ultimate, siglé 1000, comprenait 1000 km, rien que ça, et une distance hors norme à couvrir avec une ribambelle de col pour un long voyage dans les Alpes au départ du Chable. Pressé de partir. Voilà. C'est la période la plus difficile pour moi, c'est avant le départ. Les 2 heures avant le départ, là, c'est chiant, je trouve. Ouais, je suis pressé de partir. Et ils étaient une bonne quarantaine à être aussi impatients pour boucler cette épopée en 120 heures maximum. Ça fait maintenant plus de 18 heures que les concurrents de l'Ultimate 1000 sont partis du Valais du Chable. C'était mardi à partir de 15 heures. On se trouve aujourd'hui dans le canton de Berne, dans la région de Gstaad, Sannen, sur le col du Mittelberg, où on va essayer de rencontrer quelques-uns de ces concurrents de l'Ultimate 1000. Mais c'est pas facile puisqu'ils sont éparpillés maintenant dans les Alpes pour ce long voyage qui va les emmener de retour à Verbier en passant par tous les cols mythiques, en tout cas de nombreux cols mythiques des Alpes. 1000 km pour 26 000 mètres de dénivelé positif pour ces fous d'ultra-endurance. On va essayer aussi de rencontrer quelques Valaisans parmi ces concurrents et on se rendra ensuite du côté de Gstaad pour aller dans la deuxième base de vie, là où ils vont pouvoir se ravitailler et pour certains même dormir. Moi ça va bien, ouais. Au deuxième jour, le Mittelberg s'offre aux coureurs après une première nuit humide. Une balade. Ouais, une longue balade. Une grosse balade. Gstaad, kilomètre 315, la balade marque une pause à la deuxième base de vie. Mais la meilleure stratégie pour Stéphane, c'est de ne surtout pas trop traîner pour garder le rythme. Autant rouler, puis en plus il annonce pas du temps super après pour demain. Alors ce qui est fait, est fait. Si tu avances bien aujourd'hui, c'est peut-être bien pour demain. Pour passer les cols de haute altitude. L'Ultimate 1000 traverse 7 cantons suisses avec des cols prestigieux au programme, Soesten, Oberalp-Pass ou encore le Gothard via sa mythique Trémola. Et parmi tous ces coureurs, une seule femme, la française Elodie Robert, en quête de ses limites. Et c'est sans doute ça que la plupart viennent chercher sur ce genre de format. Un dépassement de soi et un voyage à vélo, conclu à 1h30 vendredi matin par le premier, le luxembourgeois Ralph Dizeviscourt, après une balade de 57 heures et 51 minutes. Et il est là avec nous, ce héros de l'ultra-endurance, le vainqueur de ce premier parcours Ultimate 1000, Ralph Dizeviscourt. Dizzy, le surnom, allez, je vais t'appeler comme ça, Dizzy, incroyable. Oui, c'était vraiment une grande aventure.
Je m'attendais pas vraiment à ça. J'ai l'habitude des longues distances, mais là, ça dépassait largement de ce à quoi je m'attendais. Effectivement, c'est très très dur. Et avec nous aussi pour en parler de cette ultra-endurance, le chef de projet de l'ultra-endurance sur le Tour des Stations, Manu Ruda. Salut Manu. Bonjour à tout le monde. J'imagine que pour toi aussi, il y a la satisfaction de voir pour la première fois son bébé en vrai. Il y avait un projet, puis là, ça a été réalisé. Vous avez réussi à monter ce projet Ultimate 1000 et aussi 555, puisqu'il y avait un deuxième parcours un poil moins long sur ce Tour des Stations 2023 au niveau de l'ultra-endurance. Oui, effectivement, il y avait ces deux projets qui ont vu le jour l'année passée à la présentation du Tour des Stations 2023. On avait vraiment l'incertitude quant à cette réalisation. Donc là, vraiment, on est soulagé que ce soit derrière. Ça c'est pas encore totalement derrière. Il y a encore des participants qui sont sur la route, mais les vainqueurs, les premiers participants sont arrivés et puis tout s'est bien passé. Justement, il y a encore des gens qui sont en train de rouler sur ces parcours Ultimate. La barrière finale, c'est 120 heures maximum. Ralph gagne en 57 heures et 51 minutes. Puis il y a encore des gens qui roulent. Maintenant, là. Oui, effectivement. Donc on s'était attendu à ça. Ça fait une moyenne d'environ 8 km/h temps en mouvement et puis temps total en fait. Donc 120 heures, c'est demain à 15 heures. Et on revient aussi en live. C'est la richesse de ce live ici. On va parler d'ultra-endurance pendant un petit moment avec Manu Ruda, avec le vainqueur Ralph Dizzy, le vainqueur de l'Ultimate 1000, et avec notre consultant Jonathan Fumeau. Voilà, on va vivre cette partie difficile vers l'un des juges de paix de ce Tour des Stations, Thion 2000. Ralph, toi tu l'as fait dans l'Ultimate 1000. Thion 2000, c'est une des dernières difficultés après combien d'autres difficultés, puisqu'il y a 26 000 mètres de dénivelé positif que vous avez avalé sur ce parcours d'Ultimate 1000. Oui, non, là c'est vraiment la partie très très compliquée sur la fin. Les 60 derniers kilomètres, les deux grands cols. En plus, j'attaquais ces deux cols dans la nuit, donc j'avais pas les belles vues que les coureurs ils ont là aujourd'hui en ce moment. Mais c'est effectivement très très dur sur la fin et les derniers kilomètres étaient vraiment très très longs. Donc toi, tu as passé à Thion 2000 2 nuits à la lampe. Tout à fait. Donc j'ai passé 2 nuits pratiquement sur le vélo. J'ai dormi 30 minutes dans la deuxième nuit. Bon, En tout, tu as dormi 30 minutes sur 3 nuits. Oui. C'est ça le secret de la victoire. Il faut pas dormir, mais il faut réussir à. Il faut trouver le bon équilibre entre le temps de repos, mais après, il faut aussi encore rester vigilant sur le vélo. Il faut rester concentré. C'est pas toujours évident, surtout lorsque lever du jour entre 4 et 6 heures, c'est le moment le plus dur pendant ces courses. Et tu es arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était 1h30 du matin ici à Verbier. Lorsqu'on l'a vu tout à l'heure sur les images, tu as franchi la ligne d'arrivée à Verbier. Oui, tout à fait. C'était dans 1h30 à peu près. Après, il y a encore eu la descente jusqu'à Verbier ici. Bon, là, j'étais bien encadré. Heureusement, il faisait très très froid. J'ai mis 3 vestes pour descendre ici à Verbier pour faire les 7 derniers kilomètres. J'étais vraiment bien content de voir ici l'arrivée. Si on compare les parcours, l'Everest, c'était le parcours iconique jusqu'à maintenant du Tour des Stations. Est-ce que on ose la comparaison ou ça sert à rien de comparer parce que c'est un autre sport en fait, l'ultra-endurance? Alors ça reste le même concept, je dirais, du Tour des Stations, d'arriver avec un dénivelé par kilomètre qui est très élevé, donc une vraie densité par rapport à la montagne. Après, c'est vrai que la discipline elle change complètement, on change d'intensité. La stratégie de course est beaucoup plus importante, la gestion de la récupération, des ravitaillements, de la nourriture, du sommeil. Donc ça, c'est des choses qui viennent en plus s'ajouter pour arriver à accomplir la distance. Donc on est sur un autre registre. Sans oublier qu'on roule aussi avec des sacoches sur les vélos, donc on a du poids en plus à traîner. Et bon, sur la longueur, évidemment, ça fait une grosse différence aussi. Ça, c'est le concept, c'est le bikepacking, backpacking, ça veut dire qu'on emporte avec soi de quoi être en tout cas semi-autonome, puisqu'il y a aussi des bases de vie, on l'a vu dans le reportage Manu, il y a quand même un encadrement, mais le coureur il doit quand même se débrouiller aussi par lui-même.
C'est ça, oui. On a proposé des bases de vie justement où les participants pouvaient laisser des sacs, mettre du matériel, de la nourriture même. Et puis le principe du bikepacking, en fait, c'est tout simple. On passe plusieurs nuits, plusieurs journées dehors. On peut pas le faire simplement avec un maillot, un cuissard et puis une veste. Il faut des gants en plus, il faut du matériel en plus pour pouvoir supporter toutes les conditions météorologiques. Donc on doit vraiment penser à tout ça et puis avoir du rab avec soi. Ouais. Ton regard d'ancien pro sur cette manière d'aimer le vélo, de vivre le vélo, l'ultra-endurance, un voyage à vélo, Ralph, voilà, il est parti mardi, il est arrivé dans la nuit le vendredi très tôt le matin. Comment tu analyses ça avec ton œil d'ancien pro? Moi, je suis vraiment impressionné parce que là, 1000 km, j'allais vous demander combien de temps vous avez dormi justement pendant ces 57 heures. Vous l'avez dit, 30 minutes. Enfin, moi, je pensais qu'on dormait quand même peut-être 2-3 heures par nuit pour au moins pouvoir repartir. Hein, mais là, c'est vrai que c'est complètement fou. Enfin, 57 heures, moi, des fois, je roule 4 heures. 17 km/h de moyenne, Ralph? Ouais, en net, sans les temps de repos, c'est juste au-dessus de 20 et demi, je pense, j'avais sur le compteur, ouais. Ouais. Quand on voit la moyenne, quand on non, pense... c'est une grosse moyenne. Hein. C'est une grosse moyenne quand on voit la longueur et le dénivelé. Après, c'est sûr qu'on peut pas aller aussi vite que sur s'il avait fait le grand parcours, l'Everesting. Mais non, c'est fou comme performance. Et j'imagine aussi surtout la gestion de l'effort et des pauses, la nourriture, l'alimentation, le sommeil. Il y a encore tout ça, comme disait Manu, à ajouter en plus du vélo. Ouais, non, l'alimentation est vraiment primordiale. Il faut toujours avoir du carburant dans le réservoir, sinon, évidemment, c'est le blackout à un moment donné. Et ça, il faut éviter à tout prix. Hein. Ralph, pour vous, c'était quand même plus compliqué parce que sur toutes ces journées à vélo, il y a eu un peu toutes les conditions. Moi, j'étais du côté de Gstaad mercredi matin, dans la nuit de mardi à mercredi, c'était humide. Oui, on a tout connu. Hein. Il faisait chaud au départ. Après la première nuit, on a eu quelques gouttes, mais bon, pas trop. Les routes étaient mouillées, mais ça allait. Et c'est surtout la deuxième nuit, près du côté italien, à Biasca, où il est tombé des cordes. Et là, c'était vraiment... c'était compliqué. Le grand déluge, ouais. C'est d'ailleurs là que la course s'est déclenchée. Hein. Et voilà, ça c'est aussi une signature du Tour des Stations. Le passage dans le parking de Thion 2000, Jonathan, c'est insolite. Avec le premier Lion Tromer maintenant qui attaque la descente pour aller sur Vezona. Ouais, non, en effet, c'est vrai que je pensais pas qu'ils passaient dans le parking. C'est assez drôle. Et là, ils attaquent la descente. C'est d'ailleurs là qu'il y a l'arrivée du Tour de Romandie. Exactement, une étape du Tour de Romandie cette année qui est arrivée là à Thion 2000. On parlait de conditions difficiles. Petit clin d'œil à Richard Chassot. On dit toujours qu'il fait grand soleil en Valais. J'espère que Richard nous regarde et qu'il peut voir le beau temps qu'il fait aujourd'hui. C'est la preuve, Richard, qu'il y a du soleil à Thion 2000. Souvent, le Tour de Romandie, c'est des conditions de guerrier. On se rappelle aussi de Geraint Thomas. C'est exactement là que Geraint Thomas, je crois que l'arrivée. Il avait sprinté, je crois que c'était avec Michael Woods, hein, c'est ça. Il avait lâché sa cocotte de frein. Il était tombé à l'arrivée, Geraint Thomas. Exactement, ouais. Avec ces belles images de descente. Et puis, c'est particulier sur ce secteur-là parce qu'à un moment, ils vont même croiser les gens qui montent, pas tout de suite. Manu, au niveau de l'organisation, il y a ce croisement, on le disait tout à l'heure avec Anthony, des parcours. La sécurité, forcément, c'est le souci numéro 1 aussi de l'organisateur, que ça soit dans l'endurance ou l'ultra-endurance. C'est notre priorité, effectivement. Donc, quelle que soit la distance, quelles que soient les courses qu'on a pu organiser là, c'était vraiment là l'essentiel. Donc, chaque croisement, chaque commune avait été contactée. On essayait vraiment de mettre en place le meilleur dispositif pour que tous les participants arrivent sains et saufs et puis en bonne santé. Ouais. Ralph, si on revient sur ton défi, voilà, cette Ultimate 1000 que tu gagnes, comment tu es préparé pour affronter un parcours comme ça? Moi, j'ai pu discuter avec des gens comme toi, j'imagine qu'il en avait déjà fait d'autres avant en tout cas de kilomètres, mais ce parcours-là, il est particulier parce qu'il y a vraiment le dénivelé qui fait peur. 26 000, c'est énorme. C'est énorme, effectivement, comparé à la distance, c'est vraiment... Le plus difficile, comme j'ai déjà dit, que j'ai plus jamais fait. J'ai fait la Race Cross America, c'est une course sur 5000 km. Bon, là, on accumule 50 000 mètres de dénivelé. Donc, c'est encore une autre histoire. C'est beaucoup plus long, mais il y a aussi beaucoup de plats. Alors qu'ici, effectivement, avec le nombre de cols qu'il y a, c'est le plus dur, comme j'ai dit, que j'ai jamais fait. Ralph, les descentes sur un 1000, on prend moins de risques aussi parce que il y a aussi, on descend de nuit, là, on est de jour, on a les yeux grands ouverts.
Ouais, je dis toujours, on peut perdre la course en tout cas dans les descentes. Donc il faut rester prudent, surtout la nuit. Il peut toujours y avoir du gibier sur la route, etc. Donc j'ai déjà fait des expériences pareilles. Donc je sais de quoi je parle et il faut vraiment rester prudent. T'as croisé du gibier en Valais? Ou t'as eu un épisode trucs normaux quoi, renards, des lapins, des chevreuils, tout ce qu'on voit la nuit quoi. Ok. C'était des supporters aussi. Tout à fait. Non, j'ai une fois eu au Raid Provence Extrême, une course en Provence où j'ai eu une collision avec un sanglier pendant la nuit. Donc c'est pour ça que je dis il faut rester prudent. Ralph, la suite pour toi, quand on a fait un Ultimate 1000 avec 26 000 mètres de dénivelé, j'imagine qu'on peut pas en placer 5-6 dans une année, des courses comme ça. Il faut récupérer aussi, il faut être sage, il faut s'écouter. Tout à fait. Donc en général, je fais 3-4 épreuves maximum comme ça dans l'année. Donc il faut bien répartir ça sur la saison. Il faut bien planifier à l'avance. Même si là, c'était un peu une idée spontanée quand même, parce qu'il y a eu un changement de dernière minute au niveau professionnel, ce qui m'a permis de prendre le départ ici. Parfait. Alors effectivement, on est au départ de la forêt verte avec mon moteur. Là, on va s'engager directement avec beaucoup de populaires. Là, vous allez voir la difficulté de ce passage. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ils imaginent, ils le savent. Pour ma part, je l'avais fait l'année passée, évidemment sur la moto, et je me rendais compte de la difficulté pour les coureurs. Voilà, c'est vraiment le départ de la grosse difficulté, on peut le dire, de ce tour des stations. Alors, on va aller très très gentiment. Là, on va dépasser une populaire. Voilà, qui est fait. Bonjour, bonjour. Alors cette partie-là, elle est encore assez simple, mais visiblement, dès qu'on amorce la montée, on peut y aller. On va accélérer un petit peu, on va essayer d'aller rejoindre d'autres coureurs. Vous verrez la difficulté. Ici, il y a un peu de fraîcheur. Heureusement, il fait pas très froid. On était à Tchondomil à 8 degrés. Du côté de Nanda, il avait facilement 15 degrés. Là, on se retrouve dans une température tout à fait abordable. Et voilà deux autres concurrents qui montent. Alors pour l'instant, ça va. Encore une fois, ça m'a l'air encore assez bien. Bonjour, bonjour. Les salutations. On va continuer. Voilà. On va essayer de rejoindre d'autres concurrents. Voilà, devant nous. Voilà, là, ça commence à grimper encore un peu plus et ça devient plus compliqué. Attention. On va essayer de faire le passage. Ils sont 3, ils sont 4 là pour nous. Oui. Peut-être la moto va réussir à faire le passage. Rendez compte déjà le revêtement au sol. Hein, on est loin du goudron ici. Hein, c'est des cailloux, c'est terreux. Il faut s'accrocher. J'imagine que c'est un tout petit développement. Ça souffre. Mais ça y croit. Et toujours cette montée, c'est affolant. Regardez. Alors il y a même un promeneur, il va plus vite que les vélos, lui. Alors il s'arrête pour laisser passer les vélos. Voilà, on est vraiment en plein dans la forêt, toujours avec des coureurs en difficulté. On se met en danseuse là. Voilà. Avec un bonjour au photographe qui est bien placé là pour faire quelques photos. Et on continue à la montée. Je ne sais pas combien il reste de mètres avant la sortie de cette fameuse forêt verte. Je pense qu'on voit la fin. Alors on va garder encore l'antenne 30 secondes juste à la fin de cette forêt verte. Là, le revêtement redevient goudronneux. Voilà. Alors par contre ici ça monte. Alors ici je pense que c'est le mont le plus rec comme on dit. Et vous le constatez devant nous, il y a des concurrents qui ont mis pied à terre et qui poussent tout simplement leur vélo. Oui, 2 secondes. Ah, voilà. Et ben voilà, on est au sommet de cette forêt verte avec des concurrents qui vous l'avez vu poussent leur vélo. Je vous redonne la parole et puis on va se retrouver dans un petit moment à l'arrivée justement de cette forêt verte. C'est magique ce secteur de la forêt verte. On en parlait tout à l'heure avec Anthony Vollenweider, ce mur de la forêt verte qui est un segment chronométré puisque le mur des Raymans c'était pas disponible cette année. Manu, quand on le voit, Ralph il est aussi passé par ce secteur. Jonathan, je crois que t'as pas mal de questions à poser à Ralph parce que ouais, on reste tous un peu bouche bée devant. Ouais, non, en effet, c'est assez ces distances. Moi, j'aurais voulu savoir comment tu t'entraînes en fait pour ce genre de distance parce que quand je courais, on disait là on fait une longue sortie puis on roulait 5-6 heures, mais je sais pas, quand tu fais une longue sortie, toi tu roules combien de temps? Donc en fait, ce qui compte, c'est surtout évidemment l'endurance. Hein. Donc là, on cherche pas l'explosivité ou de ce dont on a besoin pendant les courses amateurs, par exemple. Donc ici, c'est vraiment un tout autre type d'effort.
Et bon, dans mon cas de figure, je fais les allers-retours au bureau en vélo. Donc je me lève à 5 heures le matin, je fais 60 km le matin. En été jusqu'à 100, je rallonge un peu. Sur le temps de midi, je fais une petite sortie ici et puis je rentre le soir en vélo. Donc ce qui me fait des longues journées avec parfois jusqu'à 6-7 heures de vélo par jour. Et c'est comme ça que j'accumule mes kilomètres, j'arrive à 40-45 000 kilomètres par an. Ça veut dire 40-45 000, c'est presque plus qu'un coureur pro. C'est plus qu'un coureur pro qui roule entre, je sais pas moi, 25 000 et peut-être 35 000 pour ceux qui font le plus. Mais maintenant, c'est très individuel. Voilà, chez moi, ça marche. Chez quelqu'un d'autre, peut-être il peut s'entraîner autrement aussi et ça marchera peut-être aussi. C'est pour moi c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour combiner ma vie professionnelle, mon sport et la famille. Et on poursuit aussi notre discussion avec Ralph Dizzy, le vainqueur du parcours Ultimate 1026 000 mètres de dénivelé positif. Quand tu es arrivé sur le plateau tout à l'heure pendant la respiration publicitaire, tu parlais avec Ralph, tu as dit c'est plus du vélo. Là, il y a un gars qui a fait 150 km qui parle à un gars qui a fait 1000 km, mais c'est toujours du vélo, c'est la même passion, mais c'est juste que ça dure plus longtemps avec Ralph. Il aime tellement ça qu'il fait durer le plaisir. Ouais, non, c'est clair. Moi, je dis toujours sur ce Tour des Stations que le Grand Fondo, c'est un peu le dernier pour pour faire du vélo vite. Donner envie. Ouais, un peu une étape similaire à un Tour de France ou un Giro ou comme ça. Et c'est vrai que là, c'est plus de l'ultra-endurance. On tombe presque dans une autre dimension. Dimension du sport, quoi. Là, on va chercher des zones que toi, Ralph, tu peux pas aller chercher sur un 1000. On doit courir quoi à 60%, 65% de ses watts pour être sûr de voir l'arrivée. Je roule beaucoup, selon mes sensations, donc je regarde pas trop les chiffres. Il y en a d'autres. Il n'y a pas de capteur de puissance sur. J'en ai un, mais je regarde rarement. Donc. On se connaît tellement. Au fil des années, je connais mon corps très bien, je sais jusqu'où je peux aller, quand je dois lever le pied. Et voilà, ça marche très bien jusqu'à présent. Et sur les longues distances, il y a les différentes parties du corps qui sont fort sollicitées, notamment le dos aussi. Et donc là, les changements de position, parfois ça fait du bien. Après, si on se met en danseuse, il y a pas mal de pression qui est exercée sur les mains. Et donc sur la longue distance, souvent il y a les nerfs qui se ferment au niveau des mains et on perd les sensations. Donc, on ressent ces fourmillements, comme ça peut aussi arriver dans les pieds. On perd carrément les sensations. Donc à la limite, on n'arrive même plus à freiner ou à changer les vitesses. On parlait tout à l'heure de ta gestion du sommeil, de la nourriture. Dans ces bases de vie, on l'a entendu, la clé de ta réussite, c'est peu de sommeil, 30 minutes sur 3 nuits. Oui, j'avais envoyé en fait des sacs, des backdrops comme on dit, à chaque station avec ma nourriture, avec des vêtements de rechange. Et comme ça, j'ai pu retrouver mes affaires à chaque fois après 100-150 km, ce qui m'a permis de bien passer la distance. Et après le sommeil, c'est effectivement aussi, à côté de la nourriture, c'est le point le plus important à gérer. Le plus important à gérer. Allez, on va aussi parler paysage, grand col. T'en as vu quelques-uns, t'en as croqué quelques-uns, Ralph. Là, on a vu des paysages magnifiques en passant Grindelwald, Große Scheidegg, ces coins-là. On a eu un temps merveilleux. C'est magique et c'est aussi la beauté de la discipline en fait. Les Néerlandais qui tournent bien. Toi, tu es du Luxembourg, Ralph. Un Luxembourgeois, on dit souvent les Belges, voilà, le plat pays. Au Luxembourg aussi, il n'y a pas le dénivelé qu'on peut avoir ici chez nous. Hein. Dans les Alpes, ça veut dire que tu dis tu fais beaucoup de distance, mais pour faire le dénivelé, tu t'exiles aussi, tu viens souvent chez nous, ou bien je sais pas en Italie, en France. Non, mais il y a de quoi faire au Luxembourg aussi. Hein. Donc j'habite dans les Ardennes, donc c'est la région de Liège-Bastogne-Liège. Donc il y a des côtes, pas très longues évidemment, pas aussi longues qu'ici. Il n'y a pas de grands cols, mais on peut quand même accumuler du dénivelé dans les sorties. Il n'y a aucun souci. Hein. Les grands cols, c'est monstre à plus de 2000 mètres. Le Gothard, il y a eu la Fourca. Là, tu disais, tu avais passé de nuit Thion 2000. Les grands cols, c'était de jour ou de nuit où tu as pu apprécier? J'ai vu les grands cols pendant la journée, mais aussi pendant la nuit. Et pour moi, ce qui était magique, c'était la Trémola. Pendant la nuit, il y avait la vieille route du Gothard. Pleine lune, j'avais presque pas besoin de phare. C'était magique. J'étais tout seul et pas de voiture qui m'a dépassé. Il y avait vraiment pas un chat. C'était un des plus beaux moments de toute la course. C'était le secteur Paris-Roubaix avec ses fameux pavés de la Trémola, la vieille route napoléonienne du Gothard. Ouais, vraiment, c'est mythique. Hein. Ouais, c'est ça. On parlait tout à l'heure des paysages. Ralph, le vélo, c'est aussi ça. C'est ce voyage. On a les yeux grands ouverts. Bon, dans les descentes, attention, priorité à la sécurité, mais c'est ça. C'est ce voyage à vélo. On voit du paysage, Ralph. C'est important. On peut découvrir des régions, voire même des pays.
surtout l'ultra-endurance, voilà, ça me permet de traverser des distances qu'on n'imagine pas et donc de découvrir des paysages très divers. Pour moi, ça fait vraiment partie, c'est vraiment un des arguments forts pour pratiquer le vélo. Encore bravo, Ralph, Dizzy, pour cet exploit et puis de nous faire surtout découvrir au-delà des chiffres et puis du classement cette passion pour le vélo et l'ultra-endurance sur l'Ultimate 1000. On le rappelle, 57 heures, 51 minutes sur 1000 km pour 26 000 mètres de dénivelé positif. Merci Ralph, bonne récup, j'imagine que maintenant c'est place quand même à la récup. Voilà, il y aura bien quelques jours sans vélo. Hein. Merci Ralph. Merci à vous. Et puis le parcours ultra endurance, 1000 km pour 26 000 mètres de dénivelé positif. Ralph qui était arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. 10 Evis court devant Richard. 2 heures, les écarts forcément sur 1000 km, ils sont conséquents. Puis plus loin, on trouve les Suisses Geraci, Vuille. Et puis dans le top 10 encore de l'église. C'est impressionnant, le 10e est à 19 heures du premier. Hein. Ah ouais, alors avec ce genre d'encouragement, on est sûr d'arriver jusqu'à la Croix de Cœur. Ça c'est certain. C'est assez fantastique en tout cas l'ambiance ici du côté de cette sortie de la forêt verte. Je me répète un petit peu, on attend toujours le leader de ce tour des stations. Non. Visiblement, ça n'est encore pas lui. Voilà. Il y a beaucoup de bruit en tout cas. C'est assez fantastique. Voilà, ça se calme un petit peu jusqu'à l'attente du prochain concurrent. Et l'ambiance va remonter d'un cran dès que ce dernier va passer devant nous. Il y a les corps des Alpes là, il y a de l'accordéon, il y a tout ce qu'on veut. Alors c'est vraiment, voilà, c'est reparti l'ambiance et le salut du concurrent. C'est génial. Voilà, allez. Et voici, et voilà, et ouais, cette fois c'est bon. Cette fois, effectivement, c'est le leader qui passe devant nous, il va passer. Voilà, le leader de l'épreuve qui passe maintenant la forêt verte. Vous entendez l'ambiance ici, et je pense que vous l'avez à l'image. C'est le leader de l'épreuve, voilà, il passe, il va passer devant moi, il est là, en plein effort, devant le corps des Alpes, dans ce terrain qui est difficile, hein. Voilà. Vous étiez en direct donc à la sortie de la forêt verte avec le leader actuel du Tour des Stations. Je vous rends l'antenne, Florent et toute l'équipe, et puis on se retrouve à la Croix de Cœur pour l'arrivée de ce leader.